Ionesco est un écrivain, poète, dramaturge, critique d'art, professeur de lettres, diplomate et immortel de l'Académie française, parmi de nombreuses autres casquettes, né en 1909 à Slatina en Roumanie d'un père roumain, Eugène Ionescu, senior, et d'une mère française, Marie-Thérèse Ipcar, qui possède aussi des origines juives bien enfuies. En 1913, sa famille part pour Paris. Son père est décrit comme l'antithèse de sa mère. Il était un avocat respectueux de l'autorité, cynique et violent. Elle était douce, cultivée, sensible et abandonnée de son mari après que celui-ci eut cessé de lui donner des nouvelles de sa mobilisation lors de la guerre de 14-18. On le croit mort, il est en réalité remarié. Mon père a fait des bêtises, il a été voir ailleurs. De 1917 à 1919, Ionesco et sa sœur Marie-Lina sont confiés à une famille de paysans à la Chapelle-Antonaise, en Mayenne, tandis que sa mère s'occupe de son frère. Ionesco y passe des années heureuses. En 1925, le père de Ionesco obtient le divorce et la garde de ses enfants. Ionesco part pour Bucarest. En 1928, il y rencontre sa femme Rodica lors de ses études de lettres à l'université, ainsi que Sioran et Eliade, dont il se préservera des égarements, les deux adhérant au mouvement fasciste. Et ce, toute sa vie par son caractère. On dit de lui qu'il est anarchiste de tempérament, monarchiste de raison et critique sarcastique du provincialisme roumain. Jusqu'à la fin des années 40, Ionesco est correcteur d'imprimerie, poète, diariste et critique notamment d'art, d'où le rôle important de la peinture dans sa vie. Il est très attaché à certains peintres ou sculpteurs comme Miro, Max Ernst ou Paul Bury. Entre 1942 et 1944, Ionesco est à Vichy en sa qualité de diplomate à la légitime roumaine. Il est successivement attaché de presse, secrétaire culturel et secrétaire principal. À la fin de la guerre, à 35 ans, Ionesco se sent vieux, il a le sentiment de n'avoir rien fait. Il entame donc de devenir dramaturge par l'expérimentation, en souhaitant renouveler le langage du théâtre par horreur de ce dernier. Entre 1950 et 1960, il crée une vingtaine de pièces et publie 5 nouvelles. C'est une décennie couronnée de succès du début à la fin. En effet, en 1950, c'est la première représentation de la cantatrice chauve, et en 1959, c'est l'écriture de Rhinocéros. Pourtant, tout ne démarre pas sous les meilleurs augures. Jean-Jacques Gaultier du Figaro, Robert Kemp du Monde, ne croit guère en son succès, comme globalement la critique. Le plus virulent reste Gilles Sandier, critique dramatique, qui le gardera en horreur pour toujours. Malgré cela, en 1957, Ionesco est naturalisé pour services rendus à la culture française. En 1960, c'est la consécration pour Ionesco, lorsque Rhinocéros est joué au théâtre de l'Odéon. Cette décennie lui permet enfin de s'établir comme écrivain. En 1970, Ionesco se détourne de la littérature. Il va à Saint-Gall, en Suisse alémanique, pour peindre. Dans les dernières années de sa vie, Ionesco est en proie au désarroi, à la détresse et à la dépression. Sa fraîcheur d'esprit est entamée par l'angoisse de la mort. L'immortalité garantie par l'Académie française lors de son élection en 1970 ne lui suffit plus à conjurer ce spectre. Il se noie dans l'alcool pour tenter d'oublier sa crainte de la mort. C'est en 1994 qu'Eugène Ionesco meurt à Paris. Mais pourquoi donc Ionesco choisit le rhinocéros comme l'animal de sa pièce? Faisons un rapide historique de l'histoire de cet animal pour le comprendre. Les Romains connaissaient les espèces africaines et indiennes, le Moyen-Âge est quant à lui assez ignorant de l'animal. Il existe peu d'exemples de représentation du rhinocéros dans l'histoire de l'art. La plus connue est le rhinocéros de Dürer, fait en 1515 au crayon et à l'encre marron. Cette représentation du rhinocéros comme un pachyderme aux allures préhistoriques prêt à se battre donne toute l'iconographie qu'on prête au rhinocéros. Elle a été l'image la plus importante de l'animal, fixant dans les têtes européennes cet aspect de bête blindée, encombrante, munie d'une corne injustifiée, terrifiante et fascinante sur le museau. Pendant 2 siècles, seuls 8 rhinocéros touche le sol européen et ne côtoie quasiment que les cours. Le rhinocéros, même si on ne le voit pas, qu'on ne le connaît pas, devient une figure à la mode avec l'illustration de Dürer et est fréquemment repris dans les arts. Sa qualité exotique en fait une figure de proue de nombreux festivals, opéras, œuvres d'art. Il est aussi utilisé comme figure décorative lors d'entrées en fonction de nouveaux dirigeants dans de grands spectacles appelés des splendeurs de cour. Le rhinocéros est aussi particulièrement lié aux commerçants de par le fait que l'animal est souvent emmené dans des foires à travers l'Europe. Sa vigueur, pour ses longs voyages, lui donne une caractéristique d'invincibilité particulièrement appréciée. C'est une figure animalière que reprennent les Médicis par exemple. En 1749, les Français redécouvrent le rhinocéros avec le passage du rhinocéros hollandais du capitaine Van der Meer. Oudry le peint à cette occasion. Il sera exposé en 1750 au Salon et Buffon prendra l'image de Oudry pour illustrer son histoire naturelle. Oudry commence à substituer l'image de Dürer du rhinocéros pour une image plus réaliste. Ce n'est vraiment que quand l'animal fait son apparition dans les eaux et sort des ménageries privées que le public peut enfin voir à quoi elle ressemble. Le premier rhinocéros mentionné en captivité dans un zoo remonte à 1834
dans les jardins de la Société zoologique de Londres. De nos jours, malgré la connaissance de l'animal, de son aspect placide connu de tous, de nombreuses régions du monde voient encore dans le rhinocéros un être de fantasme possédant grâce à sa corne de nombreuses propriétés pseudo-médicinales ou de sorcellerie, voire pour d'autres, la corne est un marqueur social, comme chez les nouveaux riches en Asie, où la corne sculptée devient un symbole de richesse apparente, un moyen de se détacher des autres afin de montrer sa richesse récemment acquise et le pouvoir qui va avec, la vente des cornes étant interdite à l'échelle mondiale. Ionesco qualifie les rhinocéros dans la pièce de demi-intellectuel, il se place donc dans la représentation du rhinocéros d'avant Oudry, c'est-à-dire qu'il reprend l'image de l'animal avec son armure sous forme de carapace, prêt à se battre provenant de Dürer, car l'image de cet animal correspond bien à une forme de brutalisme propre au mouvement politique du XXe siècle. Ionesco, de par sa vie, traverse le XXe siècle et y côtoie sa beauté et ses atrocités. Il est confronté, en tant que descendant de juifs, à l'hydre fasciste, à la garde de fer en Roumanie, au danger du conformisme, ainsi qu'à la contagion idéologique des êtres. Ionesco s'affichait contre toute forme de totalitarisme, il est ainsi ouvertement anticommuniste à une époque où ce n'était pas évident. Face au totalitarisme, le souhait de fuir dans l'imaginaire se fait pressant. Le rêve et la dérision deviennent donc des façons de concevoir l'irréel totalitaire qui atteint même l'évasion artistique. C'est cette crise de la culture, cette crise de la civilisation qui touche le monde que Ionesco tente de dépeindre par ses écrits. En effet, comme le conçoit l'écrivain Patrick Modiano, ce qui est onirique peut parfois plus se rapprocher de la réalité. Malgré toute l'horreur, l'époque de l'occupation avait quelque chose d'irréel. L'imaginaire peut donc y dire quelque chose du réel. Par l'intuition de l'écriture, on permet l'immersion. Néanmoins, Ionesco sombre vers une forme de pessimisme malgré son onirisme artistique. Pour Ionesco, la cruauté nazie n'était que le signe précurseur et la manifestation monstrueuse de la haine universelle et de la rage de destruction qui gagne toute l'humanité. On prête souvent à Ionesco le qualificatif de dramaturge de l'absurde. En effet, avec le succès provient les clichés qui resteront attachés à son œuvre, burlesque, insolite, dérisoire, absurde. Il affirme qu'il n'a pas écrit du théâtre de l'absurde mais un théâtre de la dérision. Le théâtre de la dérision est décrit comme un véritable champ de recherche et d'expérimentation, offrant une authentique aventure de l'esprit et des sens par le biais du mépris, du rire, du fantasque, la vie étant une souffrance, la transcendance semblant disparaître, la vie prenant une figure de tragédie. En réaction, Ionesco met en place une comédie de la vie, réduisant l'homme à un rôle de bouffon. Les fondements de ce théâtre sont sa nature contestataire et novatrice, sa thématique tragicomique, le moi éclaté des personnages, la profondeur de sa pensée, l'originalité de la langue et qui passe par des techniques structurelles et spectaculaires, ce que Ionesco appelle la tragédie du langage. Ionesco expérimente la tragédie du langage à partir de phrases toutes faites, de la méthode linguistique assimile pour apprendre l'anglais, contenant de nombreuses phrases brèves, concises, remplies de personnages clichés, pour les exemples de situations en anglais, ne proposant pour l'apprentissage de la langue que des dialogues absurdes dans des situations qui le sont tout autant. Paru en 1959, Rhinocéros est une pièce de théâtre en 3 actes et 4 tableaux d'Eugène Ionesco. C'est une œuvre protéiforme, frénétique, le dramaturge y exprime son aversion pour la garde de fer fasciste et son ombre portée par la figure du rhinocéros. La première représentation française a lieu à l'Odéon Théâtre à Paris le 22 janvier 1960 dans une mise en scène du sociétaire de la Comédie Française Jean-Louis Barrault. Elle est ensuite présentée à Londres avec une mise en scène du cinéaste américain Orson Welles, alors en voyage en Europe. L'intrigue est portée par Béranger, un modeste employé de bureau qui voit autour de lui une nouvelle peste surgir, la rhinocérite, qui transforme les hommes en rhinocéros. Elle s'en prend à tous sans distinction. La fin de la pièce nous montre Béranger chez lui, la frousse de devenir rhinocéros à son tour. Il est rejoint successivement par Dudard, un collègue de bureau, et Daisy, la dactylographe de ce même bureau, dont il est secrètement amoureux. Le décor devient progressivement symbolique au fur et à mesure de l'acte. Les têtes de rhinocéros commencent à remplir les murs. Cela prouve que les rhinocéros, ou plutôt les idées qu'ils portent, sont rentrés jusque dans les murs des derniers hommes. C'est aussi représenté par la radio et le téléphone qui n'émettent plus que des barrissements. On peut voir ici représenter les discours fleuves et exaltés de Goebbels, ministre de la propagande nazie, qui défilait sur les radios. Les réactions sont multiples chez les personnages. Certains prennent fait et cause de la cause rhinocéros, comme Bottard, qui est un autre employé du bureau où travaille Béranger. Daisy, elle va jusqu'à diviniser les rhinocéros. Enfin, Béranger traverse un moment de faiblesse, étant le dernier à ne pas céder, avant de porter fièrement la cause humaine.
il ne souhaite pas capituler. Littéralement faire un pacte avec l'ennemi. Il devient un nouveau Charles de Gaulle face aux collaborationnistes qui l'entourent. Dans cette scène, les bêtes prennent finalement le dessus, l'animalité des hommes se rend visible. Ce qui est d'autant plus frappant et liant l'homme à la bestialité du rhinocéros, c'est que les cornes du rhinocéros sont de la même protéine que les cheveux ou les ongles humains, la kératine. On pourrait y voir là un souvenir de leur humanité oubliée, bafouée, transgressée. On assiste ici à une fin du langage, à laquelle Ionesco affirmait avoir assisté dans la Roumanie des gardes de fer et qu'il dénonce ici. Faisant fi d'un régime politique particulier, il dénonce des hommes aveuglément entraînés par le conformisme et le mimétisme. Toute la fin de cette pièce est un homme qui trouve le bonheur puis le perd. La perte de Daisy est préfigurée par la phrase de Daisy « Quand tu me connaîtras mieux, tu ne me le diras plus peut-être » en réponse à la phrase d'amour de Béranger. Leur confrontation se résume dans cet échange. Ils se font entendre ces souvenirs, ils se font voir, ils sont réels. Il y a plusieurs réalités, choisis celle qui te convient. Béranger défend un héritage, une réalité, un passé, face à Daisy qui propose une alternative plus simpliste, choisir l'évasion, l'onirisme, la création. Elle lui propose en effet de choisir une réalité, d'oublier les rhinocéros, mais Béranger ne s'y résout pas. Daisy quitte alors Béranger qui tente vainement de devenir rhinocéros pour pouvoir la suivre. Il essaye de copier leur chant, mais seuls des cris sortent de sa bouche. Il souhaite la mutation mais est pris au piège. Les pièces de Ionesco sont autant de textes autobiographiques qui dévoilent aussi bien son cœur que sa tête. Ionesco se sent étranger à ce monde, tout comme Béranger face au rhinocéros. Ionesco disait à sa fille que ces tableaux représentaient le but, la lumière qui apparaît au bout de la souffrance, la fin de la quête intermittente. Ce but, cette lumière, c'est la défense de son humanisme pour Béranger face à la rhinocérie, qu'il défend justement pour trouver ce but et la réponse à cette grande question. Qu'est-ce qui me rend réellement humain? Le théâtre de Ionesco n'est alors plus théâtre de dérision, mais un théâtre de la quête du sens. Abonne-toi s'il te plaît. Allez, abonne-toi. Abonne-toi. Non, sérieusement, abonne-toi. Sinon c'est ton chien que je bute.